Bonjour à tous et bienvenue sur ce direct. Aujourd'hui, nous allons aborder la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées avec nos deux invités. Le professeur Mathieu Secaldi, chef de service de neurologie et neuropsychologie à l'hôpital de la Timone. Bonjour. Bonjour. Et Émilie Véniche, neuropsychologue dans le service de neurologie et de neuropsychologie et au Centre Mémoire Ressources Recherche PACA Ouest à la Timone. Bonjour et merci à tous les deux d'être là. Alors avant de laisser la parole à nos abonnés, pourriez-vous brièvement nous expliquer ce qu'est la maladie d'Alzheimer ? La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire que c'est une maladie du cerveau qui est liée à la dégénérescence des neurones, et c'est la dégénérescence de ces neurones qui vont entraîner les symptômes qui la caractérisent. Il y a d'autres maladies neurodégénératives, mais c'est la plus fréquente. C'est une maladie qui touche des personnes d'âge divers. Le risque de développer la maladie est plus important quand on prend de l'âge. C'est une maladie qui, du fait de son expression cognitive, a des conséquences pour le patient, mais aussi pour la famille, pour les aidants. Ça affecte l'organisation de la vie d'un groupe familial, en même temps que ça altère les capacités cognitives du patient ou de la patiente qui en est affectée. Alors, quels sont les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer, professeur Secaldi? Alors, la maladie d'Alzheimer s'exprime le plus souvent par des difficultés de mémoire, d'une mémoire qu'on appelle la mémoire épisodique, et qui touche en particulier la mémoire récente, des oublis de faits, des oublis d'actions qui se sont passées récemment, la veille, l'avant-veille. On a oublié ce que l'on a mangé, on a oublié que l'on s'est déplacé à tel ou tel endroit. Donc c'est le plus souvent un déficit de mémoire. Pas que, parfois la maladie commence par un trouble du langage, des difficultés à trouver les mots, ou par des difficultés visuelles, ou par des difficultés gestuelles. Mais dans tous les cas, c'est dans le domaine cognitif et comportemental que s'exprime la maladie, et les premiers symptômes peuvent affecter l'un ou l'autre de ces domaines, même si la mémoire est le plus souvent affectée. Qu'est-ce qu'on appelle les maladies apparentées ? Alors la maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative, elle est liée à la dégénérescence des neurones. Il y a d'autres maladies neurodégénératives qui sont liées à des atteintes de protéines qui sont différentes. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est le peptide amyloïde et la protéine Tau qui sont impliquées dans la neurodégénérescence. Il y a d'autres maladies dont les mécanismes biochimiques qui sont dans le cerveau sont distincts et qui vont se manifester de manière différente avec des symptômes différents. Notamment, il y a une maladie qu'on appelle la maladie à corps de Lévy, le groupe des dégénérescences frontales. Ces maladies, encore une fois, sont différentes à la fois par les modifications qu'elles induisent dans le cerveau et par la manière dont elles s'expriment au plan des symptômes. C'est ça les maladies apparentées à la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qui doit finalement alerter pour que les patients viennent consulter? Vous ne voulez pas répondre? Je réponds moi alors. Vous pouvez, je compléterai. Alors, qu'est-ce qui doit alerter? C'est quand les difficultés cognitives qu'on ressent interfèrent dans la vie quotidienne. C'est-à-dire quand vraiment les troubles, parce qu'avoir une plainte mnésique, ne pas être satisfait de sa mémoire, c'est extrêmement fréquent. On a tous des oublis, l'oubli fait partie de la physiologie cognitive, l'oubli est même parfois utile, heureusement qu'on oublie certaines choses. Mais quand les oublis ont des conséquences dans la vie quotidienne, qu'ils altèrent notre capacité à être indépendant, qu'ils interfèrent dans nos activités, là, effectivement, il faut consulter. Et j'ajouterais également ce que rapportent souvent les familles, c'est finalement ce qui doit alerter, ce sont les changements, même au niveau du comportement, de l'humeur, des habitudes antérieures de la personne qui se modifient. Ou qui se raréfie. Ça, c'est aussi quelque chose qui doit alerter parce que ça peut être les prémices d'une maladie neurodégénérative, ça peut être aussi l'expression d'une dépression ou d'une autre forme de maladie qui doit être dépistée. La question suivante, quelle est la cause de la maladie d'Alzheimer ? Alors, on ne connaît pas la cause précise. Dans certains cas extrêmement rares, la cause est génétique. Il y a des maladies d'Alzheimer qui sont d'origine génétique, mais elles sont extrêmement rares. Dans la plupart des cas, les causes sont diverses, pas toutes connues. Il y a des facteurs de susceptibilité génétique, c'est-à-dire indépendamment des maladies génétiques, chacun d'entre nous a un risque plus ou moins important de développer cette maladie, s'il est porteur ou pas de certains facteurs de susceptibilité. Mais après, il y a d'autres raisons qui font que certains patients vont développer une maladie neurodégénérative ou pas. Donc la cause, c'est qu'il y a une neurodégénérescence, mais le risque de développer cette neurodégénérescence est très variable
d'un individu à l'autre. Alors vous avez déjà évoqué un peu ça, mais est-ce que cette maladie est héréditaire? Alors il y a quelques cas très rares de maladies héréditaires. Il y a malheureusement des patients qui ont une maladie d'Alzheimer à 40 ans. Mais la plupart du temps, la maladie d'Alzheimer est une maladie donc tardive. Elle n'est pas héréditaire dans la mesure où elle ne se transmet pas systématiquement. Par contre, le fait d'avoir dans ses ascendants quelqu'un qui a eu une maladie d'Alzheimer augmente le risque de la développer soi-même. C'est un risque, ce n'est pas une fatalité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, professeur Secaldi, comment la maladie agit sur le cerveau? Alors en fait, ce qui est à l'origine de la maladie, c'est des altérations de protéines qui sont dans notre cerveau. En particulier, il y a des protéines qui s'agrègent de manière anormale. Il y a une protéine qu'on appelle le peptide bêta-amyloïde qui va tendance à s'agréger et qui va former des lésions dans le cerveau qu'on appelle les plaques amyloïdes qui sont à l'extérieur des neurones. Et il y a une autre protéine qui s'appelle la protéine Tau, TAU, qui est à l'intérieur des neurones et qui va s'endommager et qui elle-même va altérer la structure des neurones. Donc c'est les modifications de ces protéines, peptides bêta-amyloïdes et Tau, qui vont entraîner des altérations, des dysfonctionnements, et puis des lésions et des dégradations des neurones. La question suivante est comment fonctionne la mémoire? Alors en fait, on a pour habitude de décrire différents types de mémoire pour essayer d'en comprendre et d'en modéliser le fonctionnement. Il y a donc d'une part la mémoire de travail, c'est cette mémoire qui nous permet de maintenir et de manipuler des informations de façon temporaire afin de réaliser une activité cognitive. Il y a la mémoire perceptive, celle qui stocke les informations sur la forme et la structure des mots et des objets. Et il y a donc une mémoire perceptive, auditive, visuelle, somesthésique. Il y a ensuite une troisième mémoire qu'on a coutume de décrire, qui est la mémoire sémantique, qui elle stocke les connaissances générales sur le monde, 2 et 2 font 4, Londres est la capitale de l'Angleterre. Une mémoire épisodique qui, elle, finalement, enregistre les événements, notamment les événements personnels, mais aussi les événements publics. Et puis, il y a une cinquième mémoire qu'on décrit, qui est la mémoire procédurale, qui, elle, finalement, s'occupe de la mémorisation, de la mémorisation des procédures motrices et cognitives, répétitives et donc automatisables. Et c'est cette mémoire-là, la mémoire procédurale, qui nous permet de faire du vélo ou de conduire notre voiture tout en écoutant la radio. Et sur comment elle fonctionne, eh bien, il y a aussi cette notion de mémorisation. Alors, on décrit en général 3 processus de l'étape d'apprentissage d'une connaissance nouvelle. C'est d'abord la phase d'encodage, où on visualise, où on entend, en tout cas on perçoit l'information pour la première fois. C'est une information dite nouvelle. Il y a donc cette phase d'encodage, puis de stockage qui permet de finalement stocker l'information dans les mémoires dont on a parlé juste avant. Et puis ensuite, une phase de récupération de l'information qui va nécessiter que l'information retraverse tout un tas de réseaux neuronaux qui sous-tendent les 5 mémoires qu'on a décrites juste avant pour pouvoir récupérer cette information. Donc ça, c'est le processus du souvenir. Alors, y a-t-il plusieurs types de mémoire? Je crois avoir répondu à cette question juste avant en énumérant les 5 types de mémoire. Et alors oui, quel type de mémoire est affecté dans la maladie d'Alzheimer au début, au stade débutant? Je crois qu'on évoquait ça tout à l'heure déjà. C'est souvent effectivement le point d'appel de la consultation des patients eux-mêmes ou de l'entourage de ces patients qui les invitent à consulter. C'est effectivement des troubles de la mémoire dites épisodiques. Les patients ont des difficultés à se souvenir des événements qu'ils ont vécus personnellement, relativement récemment. La mémoire ancienne est en général assez préservée, mais c'est plutôt la mémoire plus récente, comme on le disait, où on a posé ses clés, qu'est-ce qu'on a mangé la veille, ce qu'on a fait la semaine précédente. La maladie d'Alzheimer peut-elle affecter d'autres domaines cognitifs? Oui, en effet, on a beaucoup parlé de la mémoire ici, mais il y a une atteinte dans cette maladie et au cours de l'évolution des différentes fonctions cognitives, notamment les fonctions attentionnelles, les fonctions exécutives, dont la mémoire de travail dont on a parlé tout à l'heure, qui peuvent être relativement précoces finalement dans la maladie et selon
les patients, parce qu'il y a une hétérogénéité d'une personne à l'autre dans cette maladie. Et puis, à des phases plus avancées de la maladie, il va également y avoir une atteinte des fonctions visuelles, langagières et praxiques, hein, la réalisation des gestes. Donc, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, ce qu'on regroupe sous le terme de syndrome aphaso-apraxo-agnosique dans les phases les plus évoluées de la maladie. La question suivante est encore, je crois, pour moi, qu'est-ce qu'on oublie quand on a la maladie d'Alzheimer? On a donné déjà quelques exemples. On a tendance à oublier ce qu'on a vécu récemment, les choses les plus récentes, et puis au fur et à mesure de la maladie, eh bien, l'oubli va concerner des périodes de plus en plus anciennes de la vie. Alors, est-ce qu'il existe, professeur Ceccaldi, des moyens de dépister la maladie? Il faut peut-être revenir au terme de dépistage. On ne dépiste actuellement que les maladies sur lesquelles on peut agir de manière efficace sur le processus pathologique et les arrêter. Par exemple, on dépiste le cancer du côlon parce qu'on sait traiter le cancer du côlon. Si on le traite tôt, il n'y aura pas de cancer. Dans la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas le cas. Dépister la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire aller chercher la maladie chez des personnes qui ne se plaignent de rien, qui n'ont pas de déficit, au jour d'aujourd'hui, je dis bien au jour d'aujourd'hui, n'a pas d'intérêt. Alors, est-ce qu'on pourra la dépister? Probablement, oui, parce que progressivement se développent ce que l'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire des marqueurs de la pathologie du cerveau que l'on peut utiliser du vivant de la personne. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on n'était pas capable de savoir que quelqu'un était atteint d'une maladie d'Alzheimer avec certitude. Pour être certain, il fallait attendre que cette personne décède et si elle l'avait autorisé, qu'on puisse analyser son cerveau pour savoir si son cerveau contenait les lésions de la maladie d'Alzheimer. Progressivement, ce qui se développe, c'est des biomarqueurs qui vont nous permettre, du vivant des personnes, de savoir si leur cerveau est porteur de la maladie. Des biomarqueurs d'imagerie, mais probablement dans les années à venir, mais là c'est vraiment dans les années à venir, dans les 10, 15 ans, 20 ans à venir, des marqueurs sanguins qui ne vont pas permettre de faire le diagnostic, mais qui pourront éventuellement permettre de, pour les personnes qui le souhaitent, savoir si elles sont affectées, et à ce moment-là, il y aura toute une série d'examens qui le confirmera. Mais au jour d'aujourd'hui, ça ne sert à rien, parce que dépister, ça n'a d'intérêt que si on sait traiter. Alors, si ce n'est pas la dépister, en tout cas, si on la détecte tôt, cette maladie, est-ce qu'on a plus de chances de s'en sortir? Alors, on utilise souvent le terme de repérage plutôt que de détection, c'est-à-dire qu'on va repérer des troubles cognitifs, c'est la base de tout, hein, et repérer des troubles cognitifs, c'est forcément, le terme trouble signifie que dans la vie quotidienne des gens, la vie est troublée. Et les repérer, ces troubles, les identifier, on reviendra peut-être sur le processus qui permet de les identifier, les nommer, c'est déjà aider la personne à identifier les causes de ces difficultés dans la vie quotidienne. Et effectivement, on peut mettre en place un certain nombre de mesures non médicamenteuses, mais aussi quelquefois des aides médicamenteuses qui ne guérissent pas la maladie, mais qui aident le patient. Et ces mesures sont beaucoup plus efficaces si on repère ces troubles cognitifs tôt que si on les repère très tardivement, quand les personnes sont déjà à des stades où elles sont dépendantes, où elles développent ce qu'on appelle un syndrome démentiel. Hein. Le terme de démence dans le domaine médical, ça n'a rien à voir avec la folie. Ça signifie que quelqu'un a des troubles cognitifs qui le rendent dépendant des autres. Et donc, il ne faut pas attendre ce stade de dépendance pour aider les patients. Quels sont les risques de développer la maladie d'Alzheimer? Alors, encore une fois, on est tous un peu inégaux face à cette maladie, mais il y a quelque chose qu'on partage, c'est que plus on prend de l'âge, plus on s'avance en âge, plus on a un risque de développer une maladie d'Alzheimer. Maintenant, il y a des personnes, je le disais tout à l'heure, même si elles n'ont pas des formes génétiques de la maladie, qui la développent plus tôt. Et il y a effectivement des personnes qui ont des risques plus importants parce qu'elles ont des facteurs de susceptibilité importants. Alors le risque, il est important dans notre population. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, on estime à 800 000 à 1 million de personnes en France, les personnes qui sont atteintes d'un trouble cognitif qui est lié à une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Ça fait beaucoup de monde. Donc le risque, il est significatif. Voilà. Évidemment, il augmente quand on avance en âge. Peut-on entraîner sa mémoire et qu'est-ce que la réhabilitation cognitive? Alors oui, on peut entraîner sa mémoire, effectivement, ce qu'on appelle une forme d'entraînement cognitif.
à travers différents exercices et surtout des stratégies qui permettent de mieux encoder, récupérer, stocker certaines informations. La réhabilitation cognitive est vraiment une approche individualisée. Il s'agit de trouver avec le patient et avec sa famille, sur la base du bilan neuropsychologique entre autres, qui permet de voir quelles sont les fonctions préservées versus les fonctions déficitaires de l'individu, vraiment de réussir à trouver dans quel domaine on va pouvoir aider le patient et que ce soit, comment dire, que ça réponde à ses besoins, ses attentes, ses aspirations, ses habitudes de vie. Donc il s'agit vraiment dans la réhabilitation cognitive de faire quelque chose de très personnalisé, individualisé, qui prend en compte les différents besoins du patient, mais aussi de son entourage et des ressources autour de ce patient. Alors, une question qui va un peu avec ce qu'on vient de dire. Si j'entraîne régulièrement ma mémoire et mon cerveau, est-ce que j'ai moins de risques? Alors, effectivement, il y a des études qui ont été menées, et notamment, je pense aux nombreuses études qui ont été menées par l'équipe de Sylvie Belleville, qui est neuropsychologue et professeure de psychologie à l'Université de Montréal. Ils ont réalisé de nombreuses études qui montrent qu'un entraînement cognitif à des stades précoces de la maladie permettent d'en reculer l'évolution, retarder en tout cas l'évolution. Et puis ils ont également mis en évidence qu'il y avait différents facteurs qui pouvaient, au-delà de l'entraînement cognitif, impacter l'évolution des troubles dans cette maladie. C'est le facteur psychologique, le bien-être psychologique du patient, et plein d'autres facteurs qui peuvent également être contrôlés ou modifiés ou optimisés peut-être, la nutrition, l'activité sportive, le maintien des relations sociales, voilà, toutes ces choses au-delà de l'entraînement cognitif doivent faire partie de ce projet de réhabilitation cognitive, je crois. Professeur Sescalier, est-ce que ça touche plus les hommes ou plus les femmes? Alors, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait noté une prédominance des femmes. Les femmes semblaient plus à risque de développer la maladie, et ce, indépendamment de l'espérance de vie qui est plus importante que chez les femmes que chez les hommes. Donc même en contrôlant ce facteur, on avait plus de femmes atteintes de maladie d'Alzheimer que d'hommes. Et puis, il y a un certain nombre d'études épidémiologiques récentes qui sont venues un peu battre en brèche cette notion et qui ont montré que cette différence était en train de s'atténuer, voire peut-être de disparaître. Alors, quelle en est l'origine? Il y a une explication qui est un peu en lien avec ce qu'Émilie vient de dire, notamment la notion de réserve cognitive. C'est-à-dire que quand, notamment, on va à l'école, qu'on fait des études, qu'on fait travailler son cerveau, mais en particulier quand on va à l'école, on acquiert une réserve cognitive qui va nous permettre de nous protéger un peu, non pas contre la maladie, si elle s'installe, mais contre l'expression de la maladie. Ce qu'il faut savoir, c'est que deux personnes peuvent avoir les mêmes lésions dans leur cerveau respectif, et l'une va développer la maladie plus tard que l'autre. Et l'un des éléments auxquels on impute une responsabilité dans ce phénomène, c'est le fait d'avoir fait des études. Et il se trouve que les femmes, au jour d'aujourd'hui, ont acquis un niveau de scolarisation bien plus important que les générations antérieures. Donc il est probable aussi que le bas niveau de scolarisation des femmes en général expliquait une surreprésentation des femmes dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Le deuxième facteur qui est avancé, c'est les facteurs de risque cardiovasculaires. Vous connaissez les facteurs de risque cardiovasculaires qui sont l'hypertension, le diabète, l'obésité, le cholestérol, etc. Ces facteurs, ce sont des facteurs de risque cardiovasculaires, mais ce sont aussi des facteurs de risque cérébrovasculaires. Ce sont les mêmes, c'est-à-dire que leur accumulation va entraîner des petites lésions dans le cerveau, indépendamment des accidents vasculaires cérébraux qu'ils peuvent causer. Ça peut aussi causer insidieusement des petites lésions dans le cerveau. Et donc, on pense aussi que le meilleur contrôle des facteurs cardiovasculaires, donc une meilleure prise en charge sanitaire des femmes s'est effectuée, et ça permet aussi d'expliquer probablement cette différence et l'atténuation de cette différence. Donc au jour d'aujourd'hui, non, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Globalement, le risque est le même.
Nous avons déjà parlé de ça au début de l'émission, mais est-ce que vous pouvez nous repréciser, s'il vous plaît, à partir de quel âge se développe la maladie? Alors, il faut distinguer l'âge auquel se développe la maladie et l'âge auquel il s'exprime. On pense actuellement que la maladie s'installe dans le cerveau des patients 10 à 15 ans avant les premiers symptômes. Mais ce qui compte aujourd'hui, en pratique, c'est à quel âge on exprime la maladie, à quel âge les premiers symptômes arrivent. En moyenne, c'est aux alentours de 73-75 ans. C'est la moyenne, en tout cas, des patients que l'on voit et qui ont des problèmes cognitifs débutants. Quelle est l'espérance de vie d'un malade atteint de maladie d'Alzheimer? L'espérance de vie a beaucoup progressé. Ce n'est pas une maladie mortelle, c'est une maladie qui affecte la cognition et donc qui va progressivement, effectivement, transformer la personne à des vitesses, je dirais, variables. Il y a des patients dont la maladie évolue très très lentement, qui peuvent vivre 15 ans, 20 ans, avec une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Il y en a d'autres, malheureusement, chez lesquels la maladie est agressive. Et ce qui met en cause le risque et la mortalité, enfin, ce qui est la cause de la mortalité, ce n'est pas l'atteinte de la cognition, c'est l'atteinte de la motricité. C'est-à-dire qu'à des stades très tardifs de ces maladies neurodégénératives, quand le patient va développer des troubles de la motricité, qu'il va finir quelquefois par devenir grabataire, là c'est la porte d'entrée de toutes les complications qui sont susceptibles de causer la mort. Alors, je crois que vous venez de répondre à cette question qui était meurt-on de la maladie d'Alzheimer. Je pense qu'on peut passer à la question suivante. Comment réagir face à l'évolution de la maladie? Alors, je pense qu'il y a effectivement, là, c'est une question qui s'adresse, je crois, aux aidants familiaux de cette maladie. Hein. C'est une maladie longue qui implique une baisse de l'autonomie progressive du patient qui a donc dépend de plus en plus de son environnement, notamment familial. Il s'agit là de pouvoir accompagner ces aidants dans l'évolution, évidemment proposer des prises en charge adaptées aux patients, on en a déjà parlé, de réhabilitation cognitive individualisée, mais également de proposer un accompagnement des aidants pour comprendre la maladie, développer des compétences pour pouvoir réagir aux différents troubles cognitifs et comportementaux évolutifs dans cette maladie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à une personne qui a une maladie d'Alzheimer? Je pense peut-être que ça pose la question aussi là de la prise en charge des difficultés cognitives, des troubles du comportement, des modifications psychocomportementales qui existent dans cette maladie. Voilà, je pense que autant les aidants professionnels que les aidants familiaux ont accès à des formations maintenant ou des groupes de parole également qui permettent d'appréhender un peu mieux cette maladie, son expression, les façons d'y faire face ou de répondre ou d'agir et de se comporter avec ses patients. Si je peux me permettre peut-être d'ajouter un mot, je pense que le point important finalement, chaque situation est singulière. Chaque patient a un problème qui s'exprime dans un contexte particulier. Il ne faut pas aborder cette maladie avec trop d'images stéréotypées ou d'idées stéréotypées. Il faut vraiment s'adapter. Et c'est d'ailleurs tous les aidants, que ce soit les aidants professionnels ou les aidants familiaux, qui essayent de s'adapter au mieux. Et donc le maître mot, c'est l'adaptation. Souvent, moi, effectivement, quand on me pose la question, je dis faites au mieux, parce que c'est très compliqué dans le quotidien de s'adapter durant toute une journée, tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année, toute l'année, à quelqu'un qui a des problèmes cognitifs qui s'aggravent. Donc, mais c'est vraiment s'adapter et pour chaque situation singulière, essayer de coller à la situation et au patient et ne pas partir avec des stéréotypes en pensant qu'il faut faire ceci ou qu'il faut faire cela. Oui, absolument. C'est vrai qu'il y a une grande hétérogénéité des troubles cognitifs, on l'a dit, mais également des troubles psychocomportementaux au cours de l'évolution de ces maladies et il n'y a pas de recette toute faite et de recette miracle évidemment, mais c'est vrai qu'il y a à la fois ces troubles et puis qui interviennent chez un patient avec des habitudes de vie antérieures
qui a exercé certaines activités professionnelles, sociales, récréatives, qui a une personnalité qui est la sienne, et puis il y a son conjoint avec une habitude de couple, des habitudes familiales. Tout ça rentre en ligne de compte dans finalement la façon dont on va pouvoir appréhender la situation avec les familles et les patients pour essayer de trouver un plan d'action et proposer des solutions, ou trouver ensemble des solutions plutôt. Qui peut s'occuper d'un malade d'Alzheimer? C'est souvent l'aidant, enfin, il y a souvent un aidant principal. Alors, c'est vrai que le plus souvent, dans le concret, hein, c'est le conjoint ou c'est éventuellement un enfant qui va être le plus impliqué dans cette aide et dans l'aide. Parce que s'occuper d'eux, c'est plus quel est celui qui peut apporter l'aide, la meilleure aide aux patients. Donc, il y a des aidants qu'on dit naturels, qu'on dit familiaux. Après, il y a aussi des aidants professionnels. Hein. On dispose en France d'un certain nombre de professions, infirmiers, aides-soignants, orthophonistes, kinés, auxiliaires de vie, qui sont susceptibles d'aider le patient au quotidien. Donc il y a toute une série d'aidants professionnels, notamment pour les patients qui vivent à domicile. J'ajouterais, c'est un peu en marge, mais j'ajouterais qu'on a aussi, on voit en consultation des patients qui sont isolés, qui sont célibataires ou veuves, et relativement isolés familialement, géographiquement. Et à ces patients, on propose parfois, on essaye de mettre en place ce qu'on appelle un gestionnaire de cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'elle dit? Un gestionnaire de cas, c'est quelqu'un qui est là pour essayer d'analyser une situation, pour parler avec les différents aidants et pour adapter la prise en charge des patients à domicile. Ce n'est pas propre à la maladie d'Alzheimer, c'est pour toutes les personnes, en particulier âgées, qui sont polypathologiques et qui sont dans des situations que l'on appelle complexes, soit parce qu'elles sont isolées, soit parce qu'il y a une maladie qui a des caractéristiques qui rendent la prise en charge compliquée. Alors, ma mère a Alzheimer, c'est dur, comment je peux me faire aider? Je crois que déjà, si ce n'est pas le cas, il faut consulter, parce que consulter une équipe de professionnels qui connaît cette maladie permet d'une part d'orienter le patient, mais aussi les dents, on le disait, soit vers des groupes de parole pour les dents, des groupes de stimulation cognitive ou d'entraînement cognitif pour le patient, ou des accueils de jour également, où des activités récréatives sont proposées aux patients. Et puis ça permet aussi de consulter, de voir, voilà, de comprendre qu'on n'est pas seul, que cette situation est fréquente chez la plupart des patients et des aidants, et ça permet, voilà, d'être orienté au mieux, et puis aussi consulter pour essayer de corriger tous les facteurs qui peuvent être optimisés, hein. Je pensais tout à l'heure, on parlait de la nutrition, mais parfois de la dénutrition chez certains de ces patients. Voilà, il y a parfois des facteurs qui peuvent être améliorés. La dépression, parfois, nécessite la prise en charge psychologique ou la mise en place d'un traitement qui peuvent améliorer l'état du patient. Il y a peut-être une chose à rajouter d'un point de vue assez concret, c'est que l'aide aux aidants est notamment développée par l'association France Alzheimer. Il y a en France une association très importante qui est en fait l'union nationale de toutes les associations départementales, et elle développe des programmes d'aide aux aidants, notamment des groupes de parole. Par exemple, bon, ça s'est arrêté malheureusement à cause du Covid, mais j'espère bien que la direction va nous permettre de nous autoriser à de nouveau accueillir ces groupes. Il y avait des groupes de parole d'aidants animés par France Alzheimer qui venaient se réunir dans notre service ou ailleurs. Et le fait de partager cette expérience avec d'autres aidants est déjà aussi une aide importante, parce qu'on a toujours, en particulier les aidants qui sont les conjoints ou les enfants et qui vivent finalement, et ça a été aggravé par cette situation du confinement et du Covid, qui se retrouvent seuls face à leurs malades, souffrent de cet isolement. Et le fait de partager cette expérience avec d'autres à travers ces groupes de parole est extrêmement important. Donc moi, le conseil que je peux donner à la personne qui a posé cette question, c'est d'essayer de prendre contact avec France Alzheimer dans les Bouches-du-Rhône pour participer à un groupe de parole. Est-ce mieux de garder la personne en famille si c'est possible, ou est-ce que c'est mieux de la faire garder dans un centre spécialisé et sécurisé? Dans la grande majorité des cas, nous pensons qu'il est préférable de maintenir le plus longtemps possible
et d'ailleurs c'est le souhait des familles également, de maintenir le plus longtemps possible les patients à leur domicile, en implémentant au fur et à mesure de l'évolution de la maladie des aides à domicile, des auxiliaires de vie, des infirmières dont on a parlé, qui viennent aider le patient, soulager également les dents. Je pense que voilà, c'est préférable de le maintenir parce que le patient finalement qui reste chez lui reste dans ses meubles, je dirais, c'est-à-dire reste dans un environnement familier, connu, où il a des souvenirs, où il a des repères, et que les changements, on le sait, hein, les familles nous rapportent lors de, par exemple, de déplacements lors des vacances, la visite chez des enfants, etc., vont parfois un petit peu majorer les troubles, notamment la désorientation de ces patients qui ont un peu moins de facilité à s'adapter au changement. Et c'est vrai que on essaye de maintenir le plus possible les repères qui se fragilisent un peu dans cette maladie. Néanmoins, il arrive parfois, et à certains stades sévères de la maladie, que soit le patient est en danger en restant chez lui, et où les dents étant dans une grande souffrance et dans un épuisement qui nécessite le placement du patient dans un établissement spécialisé. Il faut juste que ce placement soit préparé. C'est-à-dire que la pire des situations, c'est quand on est obligé de placer quelqu'un en urgence, en catastrophe, parce que les dents s'épuisent brutalement, les aidants se négligent souvent, ils ont des problèmes de santé et certains développent des problèmes de santé graves et brutalement, la personne se retrouve seule, il faut prendre la décision. Donc l'idée c'est de ne pas non plus trop considérer que c'est quelque chose absolument à éviter. Le fait d'entrer dans un établissement doit être préparé et dépend vraiment de chaque contexte, là encore une fois, et de la capacité de l'aidant et de la famille et de l'entourage à soutenir une personne à son domicile. Mais il faut que ce soit préparé, c'est ça la règle. Et il faut y penser, même si ça ne va pas arriver, en tout cas dans un court délai. Hein. Et je crois que c'est tout l'intérêt pour ces patients et ces familles de consulter, d'être suivis dans des services comme le nôtre. C'est que justement, ça permet, bien qu'il n'y ait pas, effectivement, vous le disiez, de traitement qui permet de guérir cette maladie, néanmoins, ce que l'on fait, nous, c'est d'accompagner ces patients et ces familles à travers cette maladie et de les aider à jalonner un peu ce parcours, cas un cas, en les aidant à mettre en place des aides au fur et à mesure et en les aidant à cheminer sur ce qu'ils doivent mettre en place et les décisions qu'ils ont à prendre, comme par exemple un placement qui effectivement doit être préparé. Alors, que faire quand le malade refuse de se laver, de s'habiller, de manger? Question compliquée. C'est une question compliquée parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est vraiment du cas par cas, il n'y a pas de recette. Peut-être faut-il déjà essayer de chercher une cause. Est-ce que le patient ne refuse de manger parce qu'il ne sait plus comment tenir ses couverts? Est-ce qu'il refuse de manger parce qu'il n'a pas faim et que il y a des effets iatrogènes d'autres traitements? Est-ce qu'il refuse de manger parce qu'il ne tient pas en place ou qu'il ne sait plus où se trouve la cuisine? Enfin voilà. Pourquoi est-ce que, là on parle de phase assez évoluée de la maladie, mais peut-être essayer de comprendre ce qui se passe chez ce patient et puis consulter parce qu'il peut y avoir probablement aussi des causes. C'est sans doute le signe de l'évolution des troubles du comportement dans la maladie, mais ça peut être aussi d'autres problèmes somatiques qui peuvent finalement se résoudre grâce à l'intervention d'un médecin spécialisé. C'est juste une chose aussi, c'est qu'il y a une relation, enfin c'est assez compliqué parce que la maladie finalement va introduire dans un couple des relations qui vont être des relations très différentes de ce qu'elles étaient antérieurement. Et un des points, c'est d'abord encore une fois de s'adapter. Il ne faut pas nécessairement faire prendre une douche à un patient qui ne se douchait pas tous les jours quand il n'avait pas ce problème de pathologie. Et puis la deuxième chose, c'est que souvent le refus, c'est le refus par rapport à l'aidant principal, c'est-à-dire le conjoint ou la conjointe. Si on introduit quelqu'un, comme par exemple une infirmière, ça fait partie des soins infirmiers que de faciliter la toilette des patients atteints de ces maladies neurodégénératives, et bien souvent ça se passe mieux parce qu'il n'y a pas cette relation particulière qui est inscrite sur des années de vie commune et qui fait que le mari aura quelquefois des difficultés à accepter l'ordre que lui intime son épouse de prendre sa douche. Tout à fait.
Est-ce qu'on peut pratiquer une activité physique? Alors j'imagine pratiquer une activité physique en ayant la maladie d'Alzheimer. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs à tous les âges de la vie conseillé d'avoir une activité physique. Notamment, il y a différentes études qui ont montré que l'activité physique avait un effet bénéfique à la fois évidemment sur la forme physique des individus atteints de maladie d'Alzheimer, mais également sur leur capacité cognitive. Il y a eu différentes études menées avec de la gym douce, du yoga, du tai chi. Voilà, il y a eu différentes études qui montrent qu'effectivement il y a un effet vraiment bénéfique et durable sur le fonctionnement cognitif et je crois même le volume cérébral, si je ne me trompe pas. Professeur Ceccaldi, est-ce qu'on peut conduire quand on a une maladie d'Alzheimer? Alors c'est une question effectivement compliquée. Ça dépend encore des cas de figure. Alors, quand on a des difficultés, par exemple perceptives, parce que parfois la maladie d'Alzheimer entraîne des difficultés à percevoir l'espace, à se repérer dans l'espace en particulier. Quand on a des troubles attentionnels, on risque effectivement de devenir plus dangereux pour soi et pour les autres en conduisant. Alors c'est vrai que ce n'est pas une règle absolue, notamment pour les patients qui sont en début d'évolution, selon le type de problème qu'ils ont. Il faut l'évaluer au cas par cas. Et c'est vrai que la maladie d'Alzheimer est une maladie qui peut affecter les capacités qui sont nécessaires à une conduite automobile qui soit sûre. Donc, il y a de plus en plus maintenant des programmes pour essayer d'évaluer patient par patient la capacité de conduire, par exemple de conduire au moins sur de courtes distances, parce qu'il y a une espèce de paradoxe où on essaye de maintenir l'autonomie des patients le plus longtemps possible, mais on leur dit en même temps « Ah ben non, mais vous n'avez plus le droit de conduire ». Et donc les personnes qui se trouvent isolées dans des endroits qui ne peuvent pas se déplacer sans utiliser leur véhicule automobile se retrouvent en grande difficulté. Et c'est vrai que pour beaucoup de patients, la conduite automobile n'est plus recommandée. Est-ce qu'il y a des traitements à cette maladie? Alors d'abord, il y a des traitements, ce qu'on appelle traitements de manière générale, c'est des médicaments et puis les approches non médicamenteuses. Il y a des médicaments symptomatiques qui existent, qui ont ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Il se trouve que ces médicaments ne sont plus remboursés depuis 2 ans parce qu'à l'époque, la Haute Autorité de Santé a décidé que le bénéfice n'était pas à la hauteur de l'effort de la collectivité qui remboursait ces médicaments. Nous continuons à les utiliser parce qu'ils peuvent avoir un effet symptomatique, notamment chez des patients qui sont apathiques, sur l'apathie. Ils ne vont pas entraîner une amélioration de la mémoire, mais ils peuvent, chez certains d'entre eux, pas chez tous, il y a des répondeurs et des non-répondeurs, entraîner un peu plus de présence, des patients qui sont plus dans les situations, qui sont plus réactifs. Ce sont les traitements dont on dispose actuellement. On utilise aussi des traitements qui sont des antidépresseurs parce que parfois il y a une composante émotionnelle, affective, qui joue un rôle dans cette maladie et certains médicaments antidépresseurs peuvent également aider. Et puis quelquefois aussi, on utilise des médicaments pour essayer de réguler les troubles du comportement quand les troubles psychocomportementaux sont trop perturbateurs, mais toujours avec prudence parce que ce sont des traitements qui ont des effets secondaires et qui sont potentiellement dangereux. Alors on attend ce qu'on appelle nous dans notre jargon un disease modifier, c'est-à-dire un traitement qui agirait sur la maladie elle-même. Il y a un médicament qui vient d'être approuvé par la FDA, qui est l'autorité américaine, qui est un anticorps monoclonal contre le peptide amyloïde dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une des protéines agressives et toxiques pour le cerveau et qui est à l'origine de la maladie. Ce n'est pas sans poser de problème, ce n'est pas du tout un médicament qui entraîne une guérison. Les effets qu'il donne sont significatifs. On n'est pas du tout certain que ce médicament qui a été autorisé aux États-Unis le soit en Europe et en France, mais on sait que c'est vers cette voie qu'il faut se diriger pour trouver des médicaments qui agissent vraiment sur ces protéines qui s'agrègent anormalement dans le cerveau et qui essaient de les neutraliser ou d'en favoriser l'élimination. C'est des voies très actives de la recherche et donc il y aura des traitements, probablement d'autres traitements qui vont être approuvés par les autorités et probablement de plus en plus efficaces pour agir sur le mécanisme même de la maladie. Eh bien, c'est du coup la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a des moyens de limiter la dégénérescence et de ralentir la maladie, de la stopper? Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de la stopper.
les moyens de ralentir la neurodégénérescence, c'est d'essayer d'utiliser au maximum son système nerveux, son cerveau. Même un cerveau malade, c'est un cerveau vivant. C'est un cerveau qui communique, c'est un cerveau qui travaille, c'est un cerveau qui prend du plaisir, c'est une personne qui doit avoir des interactions. Donc les moyens de limiter la sénescence, c'est les interactions sociales, c'est le mode de vie qui permet aux patients de continuer à avoir des activités, de prendre du plaisir. Il y a des expériences intéressantes qui montrent par exemple que des patients Alzheimer, même à des stades relativement évolués, peuvent aller dans des musées et jouir de la visite d'un musée, jouir de la contemplation d'un tableau. Donc il faut surtout ne pas considérer les personnes comme des patients incapables de faire quoi que ce soit. Il faut surtout essayer de solliciter ces capacités restantes, parce que plus on sollicite ces capacités restantes, plus probablement on agit un peu au moins sur le déclin, et on ralentit un petit peu le déclin qui caractérise cette pathologie. La question suivante est qu'est-ce que la neuropsychologie? La neuropsychologie, c'est donc une discipline scientifique de la psychologie qui étudie les liens entre les fonctions cognitives, c'est-à-dire la mémoire, l'attention, le langage, etc. Donc les liens entre ces fonctions cognitives, les aspects psychocomportementaux et les structures cérébrales. Donc finalement, c'est une discipline qui est un peu au carrefour de la neurologie et de la psychologie, et même parfois un peu de la psychiatrie. Voilà pour la définition de la neuropsychologie. Et pour le bilan neuropsychologique, eh bien le bilan neuropsychologique qui effectivement est une aide au diagnostic dans le cadre de ces maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, permet finalement à la fin de ce bilan d'établir un peu un plan d'action pour le patient et pour l'aidant aussi. Alors voilà comment se passe un bilan neuropsychologique. Dans un premier temps, le neuropsychologue reçoit le patient, explore avec lui sa plainte, ses doléances, ses plaintes cognitives, mais aussi ses plaintes parfois psychologiques, essaye d'évaluer son état psycho-affectif, et puis de voir aussi quel est l'impact de ces difficultés cognitives et ou psychologiques ou psychocomportementales sur son quotidien, sur ses activités quotidiennes. Et puis après avoir fait cet entretien avec le patient, le psychologue réalise avec le patient, des tests, alors des tests cognitifs qui visent à évaluer les différentes fonctions cognitives, donc des tests de mémoire, d'attention, de langage, de réalisation des gestes, des fonctions exécutives, etc. La troisième partie du bilan, qui est réalisée notamment dans des consultations comme la nôtre, se réalise avec l'aidant. Voilà, on rencontre ensuite seul l'aidant ou l'accompagnant du patient pour essayer de voir ce que lui a noté comme modification cognitive ou comportementale chez son proche. Et puis il s'agit donc d'essayer de comprendre avec lui quel a été le mode d'entrée, l'apparition des troubles, l'évolution des troubles, le retentissement de ces troubles sur le fonctionnement du patient, mais aussi du couple, de la vie familiale. Et il s'agit aussi au cours de cet entretien pour le neuropsychologue qui, je le rappelle, c'est un abus de langage, parce qu'on est psychologue, clinicien et pathologique spécialisé en neuropsychologie, donc on fait également des entretiens psychologiques avec ses aidants pour essayer d'évaluer quelles sont leurs ressources et dans quel état psychotymique ils se trouvent. On le sait, ces maladies sont épuisantes, elles sont épuisantes pour le patient, mais pour l'aidant aussi. Et il s'agit, lors de l'entretien, voilà, d'essayer de voir quelles sont les ressources de l'aidant familial. J'ajouterais qu'après cette phase avec le patient et l'aidant, il y a d'autres phases qu'on oublie parfois de décrire, mais il y a tout ce qui concerne la restitution de toutes ces informations recueillies au cours d'un bilan neuropsychologique, la restitution des informations aux professionnels. Je parle par exemple dans notre équipe, aux médecins, aux orthophonistes. Nous discutons chaque semaine des patients que nous avons rencontrés, mais aussi aux professionnels extérieurs, extra-hospitaliers qui vont prendre en charge ces patients. Je pense aux orthophonistes ou à d'autres centres ou d'autres services dans lesquels ils vont consulter.
Et puis la restitution évidemment au patient et à sa famille, des difficultés qu'on a pu observer, mais également des choses qui sont préservées sur lesquelles eh bien, le patient va pouvoir et la famille vont pouvoir s'étayer pour mettre en place des stratégies de compensation des difficultés. Voilà pour le bilan neuropsychologique. Peut-être juste dire que le bilan, en fait, il s'inscrit aussi dans une approche diagnostique. Un diagnostic de maladie d'Alzheimer, ça ne se fait pas par un examen. On rencontre d'abord un médecin, le plus souvent, dans le cadre de ce qu'on appelle une consultation mémoire, médecin neurologue, gériatre, le plus souvent, quelquefois d'autres spécialités. Le médecin va déjà commencer à analyser la plainte, déjà examiner le patient, et puis assez souvent, il va se dire j'ai besoin d'une approche plus précise, plus détaillée, et c'est là qu'il fait appel au neuropsychologue qui va pouvoir établir un profil des capacités cognitives affectées et de celles qui ne le sont pas chez ce patient-là, et ensuite on mettra en œuvre ou pas un certain nombre d'explorations paracliniques, de la neuroimagerie, de la biologie, etc. Donc c'est vraiment un élément important, très important dans la démarche diagnostique pour les personnes qui ont une plainte cognitive, une plainte mnésique. C'est cette rencontre avec le neuropsychologue qui apporte beaucoup d'informations, encore une fois, sur la personne elle-même et sur la particularité de cette personne et qui s'inscrit dans cette démarche diagnostique. Où en est la recherche? Je n'aurai sûrement pas le temps de répondre en quelques minutes. Ce que je veux dire, c'est, enfin de répondre de manière exhaustive, il y a énormément de recherches dans le monde sur cette pathologie, puisqu'on estime qu'il y a dans les années à venir probablement à l'échelle planétaire 50 millions de personnes atteintes de cette maladie. On pourrait créer une nation quasiment aussi importante que la France avec les malades d'Alzheimer. Donc il est évident que c'est important que la recherche progresse parce que, comme je l'ai dit encore une fois, c'est une maladie qui a un coût social, qui a un coût humain, qui a un coût matériel et qui va affecter la qualité de vie et les années restantes de vie aux personnes qui en sont affectées. Donc la recherche, on connaît mieux les mécanismes. On connaît mieux les mécanismes au niveau du cerveau. On a créé par exemple des souris Alzheimer, c'est-à-dire qu'on peut étudier chez des souris des lésions qui sont similaires à celles qu'on observe chez les patients et on essaye d'agir sur ces lésions avec des médicaments. Et la recherche progresse beaucoup dans deux voies, je dirais. La recherche thérapeutique, celle dont je parlais tout à l'heure, avec des molécules qui probablement pourront neutraliser certains acteurs. Il n'y a pas que les deux protéines dont j'ai parlé, il y en a d'autres, mais en tout cas, il y a beaucoup de recherches sur ces deux acteurs-là pour neutraliser ces peptides amyloïdes et cette taux anormale. Mais il y a aussi l'autre question, c'est le diagnostic de plus en plus précoce. Donc il s'apporte du repérage, c'est-à-dire savoir mieux diagnostiquer une maladie avec des outils qui permettent de la repérer de plus en plus tôt, parce qu'on sait, je le disais tout à l'heure, les lésions commencent tôt, donc plus dans le futur on pourra, si on a un médicament efficace, repérer tôt la maladie, plus on sera efficace dans son traitement. Est-ce qu'il existe des aides sociales et financières pour les malades et leurs aidants? Alors oui, il y a des aides sociales qui ne sont pas spécifiques à la maladie d'Alzheimer. Il y a pour les patients les plus jeunes, ça rentre dans le cadre du handicap, donc il y a toutes les aides que l'on peut obtenir dans le cadre d'un handicap, c'est un handicap donc cognitif. Il y a pour les personnes les plus âgées l'allocation pour l'autonomie. Les assistants sociaux sont une profession très importante dans la prise en charge de cette maladie parce qu'ils peuvent vraiment vous aider à trouver des aides, à vous orienter vers des structures et éventuellement à vous aider à monter des dossiers qui vous permettront d'obtenir des aides matérielles, le cas échéant. Eh bien, merci beaucoup, professeur Cecalzi et Madame Véniche. On a fini toutes les questions qu'on avait à vous poser sur la maladie d'Alzheimer. Nous espérons avoir pu aider avec vos réponses tous ceux qui sont touchés par la maladie d'Alzheimer de près ou de loin. Chers abonnés, n'hésitez pas à partager cette émission sur vos réseaux. L'émission sera disponible très prochainement sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de la PHM. Nous comptons sur vous. Au revoir, merci encore de votre soutien et à bientôt.